Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'informatique et aux télécoms pour les professionnels. Alors cette semaine, nous recevons Jamal Labed, qui est l'un des cofondateurs d'EasyVista, un des spécialistes français de l'IT Service Management, ITSM pour les intimes, si je puis dire. Et donc Guy, on aura l'occasion d'échanger avec Jamal Labed dans quelques minutes. Ce que je vous propose, Guy, peut-être, c'est avant de revoir ensemble l'actualité de la semaine. Alors, on vous avait retenu en premier sujet l'acquisition par Equinix des data centers de Verizon. Alors, je ne sais pas si c'est la totalité d'ailleurs, mais c'est l'occasion justement oui, d'en parler. Effectivement, Verizon, c'est un des grands opérateurs télécoms américains qui a cédé 24 data centers à Equinix, qui est le numéro 1 de l'hébergement, enfin du marché de l'hébergement. Donc c'est une transaction d'un montant de 3,6 milliards de dollars, donc quelque chose de conséquent. Et si on veut donner quelques chiffres qui parlent un petit peu plus, donc ça représente un peu plus de 220 000 mètres carrés de data center. Donc si on traduit ça en stade de foot, par exemple, ou de rugby, parce que je crois que vous êtes un fan de rugby, ça représente à peu près 50 stades de foot. Bon, c'est à la louche, hein, ça peut être 60 ou 70, mais enfin c'est l'ordre de grandeur, donc c'est significatif, et ça permet à Equinix d'accroître, d'augmenter de à peu près entre 15 et 20% sa surface de data center, parce que maintenant finalement le maître étalon des data centers, c'est pas le nombre de serveurs, c'est la surface, puisque on suppose que ce qu'il y a dedans, c'est à peu près la même chose. Donc c'est important dans le sens où finalement ça montre, on est sur le marché de l'hébergement dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, et qu'on avait bien expliqué que en fait c'est un marché qui reste encore relativement morcelé, puisque c'est une étude de Synergy Research qui avait montré que en fait les 12 premiers représentaient que 40% du marché. Donc c'est encore assez morcelé, un marché sur lequel il y a une domination assez forte des Américains. Les Européens sont relativement peu présents, donc on avait reçu il n'y a pas longtemps le patron de Interroute. Donc c'est le seul Européen de taille, je dirais, importante qui émerge du lot. Et donc ça c'est, je dirais, la première remarque. Et, bon, Verizon américain, Equinix américain, donc c'est une opération entre Américains, consolidation. Donc je dirais que c'est un petit peu préoccupant. Et puis le deuxième point qui est à souligner, c'est finalement les opérateurs télécoms voyaient le marché de l'hébergement comme une extension relativement naturelle de leur activité, parce qu'ils avaient effectivement des cartes à jouer. Je me souviens d'une présentation chez un opérateur télécom qui disait que finalement le cloud et l'hébergement, bon, sont deux notions qui sont voisines, c'est pas la même chose, mais ça faisait partie de leur ADN. Et puis finalement, alors ils ont de bons arguments dans le sens où ils ont, une fois qu'ils ont les réseaux, et donc s'ils ont les data centers, les deux se combinent assez bien. Et puis finalement, il semblerait que cette opération semblerait montrer que c'est pas tout à fait aussi naturel que ça, puisque dans l'explication par Verizon de cette opération, c'était en gros ce set d'activités qu'on juge non stratégiques. Donc est-ce que ce sera d'autres opérateurs vont suivre ce mouvement, et est-ce que ça veut dire que finalement le marché de l'hébergement c'est devenu aujourd'hui un marché en soi, parce que on avait aussi expliqué que ce marché de l'hébergement il était constitué par des sociétés qui s'étaient lancées précisément pour faire de l'hébergement, et puis par d'autres qui venaient sur des marchés adjacents. Et donc là, il semblerait que petit à petit, on évolue vers vraiment des spécialistes, et que les gens qui faisaient ça en plus ou à côté, pour eux, l'aventure semble se terminer. Donc c'est pour ça qu'on l'a mentionné, c'est pour ça qu'on le suivra avec intérêt, parce que c'est quand même une des tendances importantes qu'il va falloir suivre. Sachant qu'en parallèle, on peut constater que les opérateurs, notamment américains, évoluent vers le contenu, puisque Verizon a racheté Yahoo,
AT&T est en train de discuter avec Time Warner, si je me souviens bien. Voilà. D'ailleurs, Donald Trump avait dit que c'était une opération qu'il fallait stopper. On n'a pas vu de tweet encore où il disait... bon, il a dit que les 2 nouveaux Air Force One, il fallait arrêter tout de suite. Donc tout d'un coup, tout s'est arrêté. Là, il n'y a pas eu de tweet encore qui disait on arrête cette opération. Mais bon, effectivement, les opérateurs télécoms, c'est les tuyaux. Ils ont besoin de mettre quelque chose dans ces tuyaux. Donc il y a vraiment un bouleversement en permanence du modèle économique. Oui, absolument. Eh bien, de cette analyse du marché de l'hébergement au prochain sujet qui est les fusions-acquisitions dans le secteur IT qui s'internationalisent, je vais y arriver, il n'y a qu'un pas, donc on franchit allègrement. Et donc ça, c'est encore une étude récente qui montre que finalement on passe d'un marché de fusion-acquisition local à un marché mondial. Alors effectivement, le constat, c'était que 2016, ce sera l'année où les transactions internationales, donc entre un acheteur et un vendeur d'un autre pays, est la plus importante, puisqu'on a déjà dépassé 200 milliards de dollars. Le point le plus haut, c'était 2007. On était à 175 milliards de dollars. Donc on a dépassé, et l'année n'est pas encore tout à fait finie. Bon, une opération peut tomber encore dans les prochains jours. Donc bon, évidemment, il y a eu la crise financière de 2008 qui a un peu stoppé. Je dirais que c'est une évolution relativement naturelle. Et si on prend le cas de Google, par exemple, qui est un cas intéressant, Google a été créé en 1998 et a commencé sa première acquisition, bon, qui était évidemment très modeste, mais en 2001. Donc ça veut dire 3 ans après sa création. Et depuis, Google a procédé à l'acquisition de 200 sociétés. Donc c'est quelque chose d'important. Et sur ces 200, il y en a 150 qui sont américaines, et puis il y en a 50 qui sont étrangères. La première nationalité étant le Canada. Bon, évidemment, c'est juste à côté, donc c'est plus facile. La France était un petit peu plus bas, parce qu'il n'y en avait que 3 acquisitions. Donc c'est une évolution naturelle. 2016 a été marqué évidemment par 2 acquisitions très importantes qui font sauter les chiffres. Il faudra voir si 2017 maintient cette tendance, mais il y avait eu déjà le rachat de ARM par SoftBank, un truc un peu bizarre si je puis dire, parce que on ne voit pas très bien le rapport entre les deux. Mais bon, ça c'est l'affaire de SoftBank japonais, ARM britannique. Et puis il y avait le rachat de NXP Semiconductor par Qualcomm. Donc ça, c'est un Européen racheté par un Américain. Donc les deux, 31 milliards de dollars pour le premier, 39 pour le deuxième. Donc on voit déjà, eux deux, ça fait 70. Ça fait un peu oui. Ce qui fait que dans les 200, vous voyez, ça pèse lourd. Et donc on ne sait pas encore si c'est une tendance ou c'est juste une année parce qu'il y a eu ces 2 opérations particulières. Néanmoins, la tendance est là. Et puis, bon, il y a des acteurs, enfin des pays qui deviennent de plus en plus actifs, et en particulier la Chine. La Chine, sur ces 200 milliards, représente 30 milliards, donc c'est pas négligeable. Et on le voit bien en France. En France, c'est pas des rachats de sociétés technologiques. Dans le Bordelais, je crois qu'il y a eu pas mal d'opérations qui ont été faites. Je crois que c'est 2% du Bordelais qui est maintenant détenu par des Chinois. Donc c'est modeste, mais enfin c'est quand même significatif. Donc en tout cas, tout ça pour dire que les Chinois deviennent de plus en plus actifs, puisqu'ils ont les moyens. On va peut-être voir arriver les Indiens. Donc je dirais que c'est une tendance qui est relativement naturelle. Néanmoins, l'étude montrait qu'il y a une tendance malgré tout, je dirais, politique qui va faire que ça va peut-être marquer un coup d'arrêt. Donc il y a eu le Brexit. Il y a l'élection de Donald Trump qui montrait clairement qu'il voulait renégocier tous les accords, fermer un peu les frontières, mettre des taxes douanières. Donc il y a peut-être des tendances politiques qui vont aller à contre-courant, mais je dirais qu'il y a vraiment cette tendance-là, et on regardera en 2017 ce qui se passera pour voir si, en espérant qu'il n'y aura pas évidemment une crise financière qui marquerait un nouveau coup d'arrêt. Alors pour continuer sur les sujets de la semaine, on parle d'un marché qui a explosé, le marché de l'hyperconvergence, et puis la société qui est clairement leader sur ce marché, qui est Nutanix, qui est finalement une start-up. On avait d'ailleurs interviewé le PDG de Nutanix il y a un peu plus d'1 an, sur les péniches sur les bords de Seine, donc c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce qu'on peut appeler une success story. Oui, absolument. Donc en fait là donc c'était pas le directeur général, c'est le président Sudeshner
qui est un des cofondateurs qui faisait enfin il fait un tour européen et donc il venait en France pour faire un peu le point sur sa société. Donc effectivement, Nutanix c'est le leader indépendant, puisque maintenant tous les grands, Dell, HP, etc. sont venus et Cisco, puisque c'était un des pionniers, sont venus sur ce marché de la convergence et de l'hyperconvergence. Mais Nutanix c'est vraiment le leader indépendant de ce domaine. Et donc l'événement marquant, c'est qu'il y a eu une introduction en bourse au mois de septembre ou octobre, enfin il y a quelques mois, et c'était la plus grosse. On sait bien hein, que les introductions en bourse dans l'IT sont c'est un peu compliqué en ce moment. Beaucoup plus rares ces derniers temps, et a priori c'est la plus réussie de l'année dans le domaine IT, donc c'est important. Et donc en fait, je crois que l'idée enfin il y avait quelques idées que Sudhashner voulait montrer, c'est que le premier, c'est que c'est alors maintenant il publie ses comptes, hein, puisque c'est une société cotée, donc ils ont publié les premiers résultats trimestriels qui montrent une croissance assez phénoménale, puisqu'on est à 100% de croissance d'un trimestre à l'autre, enfin c'est l'ordre de grandeur, mais des pertes assez significatives. Et donc là, interrogé sur cette question-là, il disait que clairement, c'était dans un premier temps, l'idée c'était de conquérir le marché, donc quitte à faire quelques pertes, et puis dans un deuxième temps, équilibrer les comptes. Et il disait qu'il espérait être cash flow positif dans 2-3 trimestres. Donc il y a quand même une volonté clairement d'être à la fois agressif mais prudent. Le fait d'entrer en bourse, pour lui, c'était significatif dans le sens où ça oblige à une certaine discipline. Enfin, c'est lui-même qui le disait. Effectivement, il faut montrer ses comptes. Donc, en gros, on ouvre son tiroir caisse et effectivement, les retours sur le marché boursier sont très très rapide. L'autre point intéressant, c'était, en fait, il montrait la stratégie dans le sens où il disait le cloud public, c'est très bien, ça a plein d'avantages. On le sait, c'est le fait d'aller le go-to-market très rapide, en bon français, la flexibilité, etc. Mais il y a quand même des petits problèmes, c'est qu'en gros, on est un peu enfermé chez un même fournisseur. Et donc, en fait, la stratégie de Nutanix, c'est de proposer une solution cloud en interne et de faire le lien le plus fluide possible entre le cloud public et le cloud privé qu'on a développé en interne, de telle sorte qu'on puisse faire des allers-retours de manière la plus transparente possible. Et il citait l'exemple d'un distributeur, enfin une société de distribution, dont l'activité a un pic au mois de décembre. Je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais mettons qu'en décembre, il réalise 30 ou 40% de son chiffre d'affaires. On comprend bien que l'IT doit suivre. Et donc l'idée de dire, pendant l'année, on a tout en interne, et puis au moment du pic, on passe sur le cloud public, effectivement, c'est une idée qui est très intéressante. Donc après, ça c'est l'idée à très haut niveau, il faut voir comment ça se passe sur le plan technique. Mais enfin, c'est la stratégie de l'entreprise. Et donc, bon, évidemment, il est très confiant. Ils font état, ils ont donné quelques chiffres, 50 000 nœuds. Alors, ce qu'ils appellent un nœud, en fait, c'est un serveur, finalement, 50 000 nœuds dans près de 4 000 clients. Donc, ce qui fait une proportion c'est des configurations relativement modestes. Et la question a été posée de savoir, finalement, parce qu'il y avait quelques doutes sur la scalabilité de leur système. Et ils disaient que actuellement, leur plus grande configuration, c'est près de 2000 nœuds. Donc c'est quelque chose de significatif, et ce qui fait qu'un client qui démarre avec 10, 20, 30 nœuds, il a une évolution tout à fait facile. Donc c'était un point intéressant, et ce sera donc un acteur qu'on suit et qu'on continuera à suivre avec beaucoup d'intérêt, sachant qu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la possible acquisition de Simplivity par HPE, et lui il pensait que ça ne se ferait pas. Donc on verra bien ce qui se passe. C'est Nutanix qui sera vendu à HPE. Ils sont quand même maintenant valorisés à 5 milliards de dollars. Oui. Bon, ça va. Enfin, c'est encore un tarif... Oracle peut débourser ça du jour au lendemain. C'est un tarif abordable pour l'ensemble des gros acteurs du marché. Enfin, eux, ils n'ont aucune volonté de se vendre, et ils ont vraiment la volonté de devenir indépendants et devenir une vraie plateforme. Autre sujet, alors cette fois-ci c'est la semaine prochaine,
C'est un sujet qui va intéresser nos lecteurs qui ont une perspective historique de ce marché. C'est le possible arrêt, en tout cas des rumeurs d'arrêt de Solaris, qui est encore une fois pour les plus anciens d'entre nous, le système d'exploitation de Sun qui a été racheté par Oracle il y a maintenant plus de 5 ans, 5-6 ans. 2007. Ouais, 10 ans, le temps passe. Ouais. Oui, effectivement, pour l'instant, ce ne sont que des informations qui circulent, comme on dit, donc des rumeurs. Donc c'est un forum américain qui s'appelle The Layoff, qui, comme son nom l'indique, parle beaucoup de licenciements. Et évidemment, l'arrêt de Solaris fait qu'il y aura des licenciements, puisque Solaris, ça ne se développe pas tout seul, il faut des développeurs. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Mais je dirais que c'est quand même une rumeur... Bon, on ne va pas la propager, mais en tout cas, si ça se faisait, ce serait quelque chose de significatif, parce que Solaris, dans le monde Unix, Linux, enfin Unix, puisque là on est dans le monde Unix, c'est quand même un des piliers historiques, si je puis dire. Bon, en 2 mots, Solaris a été lancé par Sun en 1981. Donc ça fait un certain temps. C'était basé sur une licence BSD d'Unix. Au départ, c'était juste, en fait, ça ne s'appelait pas Solaris, ça s'appelait SunOS. Et puis 10 ans plus tard, en fait, SunOS c'était le noyau et Solaris c'était l'ensemble avec tout ce qui va avec. Et puis bon, donc Solaris avait continué de sa vie. C'était pour Sun, c'était vraiment un élément très important de sa stratégie. On était à la version 11.4 et on attendait la version 12 qui normalement ne sortira peut-être pas. Peut-être pas. Donc il y aura des licenciements qui vont avec. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, il y a des questions qui sont posées sur le développement du microprocesseur de l'architecture Spark, donc qui elle aussi était une architecture qui avait été développée par Sun. Donc ça veut dire que bon, Sun, qui est malgré tout un éditeur de logiciels, bon, Sun c'est du logiciel. Oui, Solaris, c'est du logiciel, mais Spark, c'est pas du logiciel. Et en fait, le rachat de Sun avait permis à Oracle de packager des appliances, toujours en bon français. Mais on voit bien que le rachat d'un fournisseur de matériel par un éditeur, c'est pas toujours aussi simple. Bon, donc, on le saura peut-être pas la semaine prochaine, mais on regardera vraiment ce qui se passe si cette rumeur devient une réalité. En tout cas, c'est dans l'histoire de l'informatique, c'est un élément assez important. Et puis pour finir, Guy, un coup de gueule, j'allais dire encore une acquisition d'un acteur européen par un acteur américain, et pour une somme qui dépasse largement le milliard de dollars, oui. Ce qui pose encore une fois la capacité des Européens à conserver leur fameuse licorne. Effectivement, donc on reprend ce qu'on disait précédemment sur les hébergeurs. Là, c'est donc GoDaddy. Donc GoDaddy, c'est les noms de domaine et puis hébergement de sites web qui rachète son équivalent européen qui s'appelle Host Europe pour 1,7 milliard de dollars. Ou d'euros d'ailleurs, je ne sais plus, mais enfin c'est une somme, comme vous le disiez, qui dépasse largement le milliard. Donc c'est une transaction importante et effectivement, une fois de plus, c'est un acteur européen qui part... bon, on n'a rien contre les Américains, mais enfin, on préférait que les sociétés européennes restent européennes. Et donc, bon, il y avait pourtant des acteurs européens qui étaient sur les rangs, et non des moindres, puisque Deutsche Telekom était intéressé. Donc, et je suppose que Deutsche Telekom a quelques arguments à faire valoir, mais bon, malgré tout, la réalité c'est celle-là. C'est GoDaddy qui a remporté la mise. Je dirais qu'on ne peut que le regretter et je pense que ça sera l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler, alors l'appellation est peut-être un peu forte, mais le désert technologique européen, où on voit que dans beaucoup de domaines, les acteurs européens sont malgré tout assez peu présents et c'est quand même très très problématique. Eh bien, on conclura sur cette note un peu négative. Et merci Guy en tout cas, et puis je vous propose de continuer cet échange avec notre invité de la semaine, Jamal Labed d'EasyVista. À vous la parole. Nous avons le plaisir de recevoir Jamal Labed, qui est le cofondateur de EasyVista et présentement directeur général.
comme invité de la semaine. Donc Jamal Label, bonjour. Bonjour Guy. Alors, comme vous savez, on commence cette petite conversation par votre actualité de la semaine passée ou des semaines passées. Donc, qu'est-ce qui a retenu votre attention plus particulièrement? Ce qui a retenu mon attention récemment, c'est l'incursion des grandes plateformes de réseaux sociaux, Facebook en particulier, qui a fait une annonce importante en lançant un produit qui s'appelle Facebook Workplace, qui s'appelait initialement Facebook at Work, qui est une plateforme en fait, un réseau social de type Facebook, tel qu'on peut le connaître tous, dans l'entreprise. Ça me semble symptomatique du fait que ces grands acteurs, Facebook, mais il y en a d'autres, souhaitent aujourd'hui passer d'une cible qui est le citoyen vers le professionnel. Ça, c'est assez riche d'enseignements, en particulier quant à leurs ambitions dans le domaine. Et deuxièmement, quant aux changements assez profonds qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises sur la façon de travailler, la façon d'interagir entre l'entreprise et ses salariés. Alors, connaissant les tiroirs caisses de Facebook, on suppose qu'ils ont quand même quelques ambitions. Et bon, c'est un marché qui existe déjà. Il y avait des spécialistes des réseaux sociaux d'entreprise. Il y a en particulier LinkedIn qui est implanté maintenant, qui a été racheté par Microsoft. Il y a eu le feu vert d'ailleurs qui a été donné pour ce rachat. Donc ça veut dire que c'est à la fois une transformation profonde dans l'entreprise, et puis c'est un marché en tant qu'éditeur qui va être amené à changer beaucoup dans les semaines à venir. Oui, je crois qu'on voit une convergence plus généralement entre ce qu'on appelle le B2C et le B2B, très clairement. Le gros problème de ces plateformes, parce que ce n'est pas nouveau, il existe des plateformes de réseaux sociaux d'entreprise depuis assez longtemps maintenant, c'est que le succès de ces plateformes réside dans l'adoption naturelle par les collaborateurs. Et là-dessus, Facebook a une longueur d'avance, puisque chacun dans sa vie privée, enfin, beaucoup de gens utilisent Facebook, et cette version Workplace, puisque c'est son nom, réside exactement sur la même interface. Donc c'est un outil qui se déploie très vite. On l'a déployé chez EasyVista. En un mois, on avait presque 100% de nos collaborateurs, sans aucune pression de notre part, qui étaient déjà actifs. Et ça change beaucoup dans la façon de travailler à l'intérieur de l'entreprise. Ça a tendance à aplatir un peu, je dirais, la pyramide classique de l'organisation, et de faire en sorte que des gens qui étaient peut-être moins impliqués dans la vie de l'entreprise, tout d'un coup se révèlent, et surtout ça améliore l'aspect collaboratif de manière extrêmement sensible. Enfin, nous, on le voit déjà en interne chez EasyVista. Puis alors là, pour le coup, la vitesse d'adoption est extrêmement rapide, parce que comme vous le disiez, tous les gens, ou presque tous les gens, en tout cas dans le secteur, savent comment fonctionne Facebook, donc la traduction est très très rapide. Surtout, si je peux me permettre, surtout chez nos plus jeunes collaborateurs. Chez EasyVista, la moyenne d'âge c'est 30 ans. Et on voit là que ces jeunes, ce qu'on appelle les millennials ou les digital natives, peu importe le terme, sont des gens qui recherchent une certaine continuité entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et d'ailleurs, les Américains parlent aujourd'hui de business consumer. Je crois que l'expression est intéressante. Je crois que c'est une tendance de fond. Alors, on va parler un petit peu de EasyVista. Donc, tous nos lecteurs vous connaissent bien. Vous êtes dans le service management. Vous êtes un des gros ITSM pour ceux, on en a parlé déjà de nombreuses reprises. En fait, vous mettez en avant deux points importants. Vous êtes un éditeur français, un des rares. Il n'y en a pas des centaines qui aient une taille significative. Il y a deux points que vous mettez en avant. C'est que, pour utiliser vos produits, il n'y a pas besoin de développer de ligne de code. Et deux, c'est que vous êtes orienté principalement ou très largement sur le mobile. Est-ce que vous pouvez développer un peu ces deux points? Oui, effectivement, c'est un marché où il y a beaucoup d'acteurs. Gartner identifie plus de 400 acteurs dans le monde. Il y en a 10 qui sont le fameux Magic Quadrant, qui est un peu ce que Gartner considère comme étant les acteurs les plus représentatifs du marché. Nous, on est effectivement le seul Français sur ce marché avec une taille significative. Et on a toujours 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, un peu plus cette année, c'est ça. En chiffre d'affaires reconnu, en SaaS, on a des croissances plus importantes. Pour répondre à votre question, effectivement, nous, on a toujours une approche technologique très particulière, et qu'il reste d'ailleurs. Ce qu'on fait, ça revient à automatiser des process.
quand vous automatisez des process, il faut que l'outil puisse s'adapter à la réalité de l'organisation, d'une organisation et là on va voir des différences. Donc tout l'enjeu, c'est d'être capable d'adapter facilement l'outil à la réalité de l'entreprise. Et là, il y a deux façons de le faire. Soit en codant, ce que font tous nos concurrents, soit en adoptant des technologies différentes qui permettent d'adapter l'outil sans écrire de code et surtout maintenir les customisations qui ont pu être faites dans le temps au fil des upgrades. On a 4 upgrades par an, puisque en SaaS, on fait des upgrades assez fréquents. C'est là l'avantage du SaaS. Voilà, donc ça, c'est un avantage énorme qui se traduit, juste pour terminer sur ce point, par des coûts, je dirais une rapidité de mise en œuvre, une agilité de la solution, et à la fin, un coût total de possession de la solution qui est bien inférieur à celui que peuvent avoir nos concurrents qui vont nécessiter beaucoup plus de programmation, des maintenances qui sont un peu complexes. Sur l'aspect mobilité, puisque c'était le deuxième aspect de votre question, il est clair qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent plus comme ils travaillaient dans le passé, et que le mobile... Il y a qu'à voir dans le métro, dans le train. Hein. Exactement. Et ça, c'est un enjeu important dans le B2B. Donc, on pense, nous, qu'aujourd'hui, en particulier dans ce qu'on fait, à savoir automatiser les process de service entre l'entreprise et ses collaborateurs, de plus en plus de choses passent par la mobilité. Et ça, c'est un défi considérable. La mobilité, ça ne consiste pas à, je dirais, transférer une technologie qui pouvait fonctionner sur des environnements classiques. Il faut revoir absolument, je dirais, toutes les couches technologiques. Et puis, on le sait bien, tout ce qui est interface graphique, etc., sont totalement différents. Vous êtes dans des contextes où vous devez vous adapter à des centaines potentiellement de devices différents. Ça, c'est une très grande complexité qu'on a abordée, nous, il y a 4-5 ans maintenant, en développant une nouvelle plateforme qu'on appelle Service Apps, qui vient se plugger au-dessus de notre solution historique et qui va permettre de développer des micro-apps orientés services, là aussi sans écrire de code. Donc basés principalement sur des widgets, c'est-à-dire des composants métiers qui sont prédéveloppés par nous et que le client va pouvoir assembler très très simplement pour avoir à la fin des applications qui sont totalement consumérisées, puisque là aussi le collaborateur, le fameux business consumer, s'attend à avoir le même niveau de facilité, d'ergonomie que les applications qu'il utilise dans sa vie de tous les jours. Oui, effectivement, vous faisiez l'actualité que vous avez retenue, le fait que Facebook, grand public, devienne un Facebook professionnel, c'est un peu un mouvement général et donc finalement vous épousez un petit peu cette tendance-là d'une certaine manière. Oui, je crois qu'il faut bien prendre en compte la révolution qui est à l'œuvre aujourd'hui, sans doute liée à l'émergence de ces digital natives, ces milléniums, quelle que soit la façon dont on les appelle, et qui s'attendent à travailler de manière très différente. Aujourd'hui, il y a un divorce complet entre l'utilisation du digital dans sa vie privée et l'utilisation du digital dans la vie professionnelle, ou pour des raisons tout à fait légitimes d'ailleurs et compréhensibles. Il y a un problème de sécurité quand même. Voilà, alors il y a des composants de sécurité, d'interopérabilité qu'il faut prendre en compte, mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui un problème, c'est que l'informatique dans les entreprises s'est construite en silo, et il y a une logique derrière ça, et qu'aujourd'hui, l'utilisateur, l'employé dans son entreprise, s'attend à fonctionner exactement comme un consommateur. Quand vous commandez quelque chose sur Amazon, par exemple, vous ne vous dites pas « je vais commander ça aux gens chez Amazon qui font de l'administration des ventes ou de la logistique ». Vous tapez votre besoin, vous avez un catalogue de services, et derrière, il y a tout un process qui se déroule. Dans les entreprises aujourd'hui, vous perdez votre badge. Souvent, dans une organisation d'une certaine taille, l'employé ne sait même pas à qui demander le remplacement de son badge. Bon, c'est un exemple, je pourrais en prendre d'autres. Donc là, il faut avoir ces approches transversales totalement consumérisées. Il faut que ce soit simple, immédiat. Très bien. Alors, vous faisiez référence au cadran magique du Gartner. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, mais dans le cadran magique, il n'y en a pas tant que ça, 10. Une petite dizaine. Hein. Et sur ce cadran, il y a donc là où tout le monde veut être, c'est en haut à droite. Il y a deux gros acteurs qui sont BMC et ServiceNow. Et puis en bas à gauche, là où les gens sont contents d'être, mais ils ont envie d'évaluer en haut à droite, il y a vous, EasyVista. Et c'est effectivement, on peut le signaler, parce que vous êtes le seul français là-dedans, qu'on peut faire un petit cocorico. Finalement, la question qui se pose, ou les questions qui se posent, c'est comment on fait pour finalement concurrencer de gros acteurs comme BMC Software, gros acteurs dans ce secteur-là, hein, BMC Software et puis ServiceNow, comment on fait pour les concurrencer et quels sont les atouts que vous avez? Alors vous en avez déjà mentionné quelques-uns, mais quels sont les atouts que vous pouvez mettre en avant pour
pour finalement séduire, convaincre un utilisateur d'acheter vos solutions? Alors nous, d'abord il faut être différent. Si vous faites comme le leader, à la fin vous ne pouvez pas, On y préfère le arriver. leader. Voilà, évidemment, parce que alors après il faut différencier les choses. Nous, par exemple, on a une cible de marché qui est bien particulière. Les leaders souvent ciblent les plus grosses organisations, les plus grosses entreprises. Nous, on cible le segment en dessous, qui est d'ailleurs le segment le plus important en volume, hein. Ce qu'on appelle le upper mid-market, c'est-à-dire des organisations entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers Des ETI, ce d'employés. qu'on appelle. Des grosses ETI, voilà. Donc ça va être aux États-Unis, ESPN, ça va être en France, Auchan, par exemple, qui évidemment c'est... Oui, Voilà, c'est comme des organisations d'une certaine taille, ça peut être un peu plus petit aussi. Donc pour répondre à notre question, la vraie différenciation à notre niveau, c'est l'innovation. Dans notre domaine, il y a énormément d'innovation. On a abordé l'aspect mobile, qui est une grande innovation. ServiceNow n'est pas une société innovante? Moins, parce que quand vous avez une certaine taille, forcément, c'est plus difficile d'innover. Vous avez beaucoup de clients, c'est complexe. Nous, on a toujours beaucoup innové, et donc pour répondre à votre question sur le Magic Quadrant, notre objectif, c'est avant d'être en haut à droite, c'est déjà d'être à droite, c'est ce qu'on appelle le cadran visionnaire. Et toute notre stratégie marketing et produit vise à aller, puisqu'il n'y a personne aujourd'hui sur ce marché, vers le cadran visionnaire, ce qui est un très très bon positionnement. Autre différenciation, je dirais, c'est le focus. Nous, en tant que effectivement, société d'une plus petite taille, par rapport aux leaders, on se doit d'être totalement focus sur une problématique métier. Ça fait très longtemps qu'on fait cette problématique et je crois que ça fait la différence vis-à-vis des clients parce qu'on connaît très très bien leurs problématiques. On a 1000 clients dans le monde, on fait ça depuis presque 20 ans maintenant, donc on connaît très bien leurs besoins et ça, à la fin, ça peut faire la différence. Très bien. Alors, vous avez annoncé récemment, je crois que c'était en septembre ou en octobre, ce que vous appelez une Digital Workplace. Est-ce que vous pouvez nous redire en deux mots de quoi il s'agit? Et puis là, maintenant, comme il y a eu 3 mois qui sont passés depuis ce lancement, quels ont été les premiers retours de la part de vos clients et peut-être de nouveaux clients? Alors, Digital Workplace, c'est un concept qui est apparu il y a quelques années maintenant. Pour en donner une définition, c'est une stratégie plutôt, ce n'est pas forcément un outil, donc cette stratégie va s'appuyer sur un certain nombre d'outils, dont le nôtre. Ça consiste à, encore une fois, révolutionner la façon dont les gens travaillent dans l'entreprise, c'est un peu ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire le fait de donner aux collaborateurs de l'entreprise des outils qui sont mobiles, qui sont très simples d'utilisation, un peu, encore une fois, dans la veine de ce qu'on utilise dans sa vie personnelle. Alors, ça, c'est la première chose. Alors nous, ce qu'on fait dans cette Digital Workplace, c'est qu'on amène du service. Quand vous êtes collaborateur d'une entreprise ou d'une organisation même publique, vous vous attendez, pour être efficace dans votre travail, à ce que l'entreprise vous considère quelque part comme un client. C'est-à-dire que vous devez avoir accès à l'ensemble des services de l'entreprise de manière extrêmement simple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement fragmentées. Là, nous, on va mettre en place, au travers d'une offre qui s'appelle Service Apps, toute une série d'applications à disposition de l'employé qui vont lui permettre d'interagir en termes de services lorsqu'il a besoin d'un matériel, il a besoin d'un service, et ça peut être de l'informatique ou en dehors de l'informatique, il va pouvoir y accéder de manière extrêmement simple par une interface unifiée, totalement consumérisée. C'est ça notre objectif aujourd'hui, et ça va dans le sens effectivement de ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, alors on parlait du mobile, une orientation très forte chez vous. Imaginons qu'on commence une transaction sur un PC au bureau, et puis le soir, on l'interrompt, on ne va pas jusqu'au bout, et le soir, on la reprend chez soi sur son mobile ou dans le métro. Est-ce qu'on récupère la transaction là où elle était restée, ou est-ce qu'il faut recommencer tout le chemin pour arriver au même résultat? Oui, c'est une bonne remarque. On reprend la transaction là où elle est laissée, bien sûr. Donc en fait, quel que soit le poste de travail... Oui, c'est device agnostique, excusez l'anglicisme, c'est comme ça que ça va fonctionner. Peut-être un petit exemple pour matérialiser les choses, la tarte à la crème de ce que connaissent les entreprises, mais ça reste... beaucoup la crème, donc ça. Oui, bon, c'est bien, sous l'approche des fêtes. C'est ce qu'on appelle l'accueil du collaborateur, ou au contraire le départ d'un collaborateur, ce que les Américains appellent l'onboarding ou l'offboarding. C'est un process qui est extrêmement mal géré dans les entreprises, donc on se retrouve dans des situations où un collaborateur arrive, qui peut coûter très cher d'ailleurs à l'entreprise, et pendant plusieurs mois, il ne va pas être, je dirais, totalement opérationnel parce qu'il n'a pas tout ce qu'il lui faut pour travailler. Pourquoi ?
Parce que quand vous accueillez un collaborateur, il faut pouvoir être capable de lui offrir des outils informatiques, aujourd'hui le digital est partout, mais aussi un bureau physique, une chaise, une table, etc. Il lui faut un badge d'accès aux locaux, il lui faut une place de parking, etc., etc. Il faut des éléments au niveau RH. Et aujourd'hui, tout ça est traité par des services, avec éventuellement des outils, mais il n'y a pas de cohérence. Oui, nous, ce qu'on va faire, juste pour illustrer le propos, c'est qu'on va mettre une surcouche avec ces apps, mais derrière ces apps, il y a un workflow qui va orchestrer la production du service, ce qui fait qu'à tout moment, vous, manager qui accueillez un nouveau collaborateur, vous allez savoir où on en est dans la délivrance de service, tout ça étant encadré éventuellement par des contrats d'engagement de service où on vous dit, bah voilà, pour avoir un nouveau poste de travail, il faut que ce soit fait en 48 heures. Et la même chose quand le salarié part de l'entreprise, parce que souvent il est parti depuis 6 mois, puis on pense qu'il est toujours là. Donc ça, non seulement il est parti depuis 6 mois, mais souvent par dysfonctionnement des process, il va conserver l'accès à des applications critiques de l'entreprise. Il y a eu, je crois, un exemple très célèbre, il y a malheureusement pour l'entreprise quelques années, un des Big Five, ou Ford, je vais taire son nom par charité chrétienne, a vu un de ses collaborateurs au Luxembourg partir. Ce collaborateur a conservé un droit, je dirais, sur les applications critiques, et ensuite il a divulgué ces informations. Bon, vous voyez sans doute à quoi je fais allusion. Et ça dysfonctionne très très fortement dans l'entreprise parce qu'encore une fois, les organisations ont beaucoup de mal à traiter les services transverses. Et juste en 2 mots pour terminer cet entretien, le premier retour de vos clients sur cette approche là, le premier retour est compréhensible. Oui, le premier retour est excellent. Commercialement, beaucoup de succès autour de cette offre. Et un très très gros intérêt, en fait, on voit que les directions générales, les directions informatiques, je vais peut-être m'arrêter sur la direction informatique. Je crois que le rôle du directeur informatique aujourd'hui est complètement en train de changer. Il a de moins en moins une mission technicienne parce qu'il fait moins de choses par lui-même. Il achète, il source. En revanche, son rôle de plus en plus, c'est d'amener des services innovants au business et qui vont concourir à l'efficacité. Donc là, l'efficacité interne de l'entreprise, ça consiste justement à mettre en place ce genre de solution. Donc, très bon accueil. Bien, écoutez, Jamel Labad, merci beaucoup. On suivra avec beaucoup d'attention si dans le carré magique du Gartner, vous allez passer de la case niche player, en bon français, vers la case visionnaire. Donc, en tout cas, merci pour cet entretien. Merci beaucoup, Guy. Eh bien, merci Jamel Labed, merci Guy pour cette interview, merci à vous, chers internautes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour ce qui sera notre dernière édition de l'année d'Informatique News Hebdo. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Merci.